RMC Story, les grandes gueules, c'est en direct tous les jours, c'est en direct et en public et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec aujourd'hui Sylvain Grandserre, instituteur en Normandie, Maxime Liédo, étudiant, Joël Dagosseri, chargé de clientèle dans le logement social, des grandes gueules qui recevront tout à l'heure dans le grand oral des GG Luc Ferry et Nicolas Bouzou, un économiste et un philosophe, pour un livre de réflexion sur notre époque, sur le futur qui fait peur aujourd'hui notamment. SAGS et Folie du Monde qui vient, comment s'y préparer, comment préparer nos enfants, aux éditions XO. Aujourd'hui, ils estiment qu'il y a trop de déclinisme dans notre époque, qui certes est en pleine mutation, certes en plein bouleversement, qu'il y a des dangers pour l'écologie, il y a des dangers pour l'emploi, mais que plutôt que d'essayer peut-être de retrouver une époque passée, on ferait mieux d'accompagner ces bouleversements. C'est ce que disent Bouzou et Ferry. Nous verrons quels sont ces bouleversements, quels sont les emplois de demain, qu'est-ce qu'on peut préparer de positif pour la nouvelle génération. Le grand oral des GG à 11h05. À 11h-5, le match, vous m'envoyez match par SMS au 732-16 et je vous fais gagner vos vacances en famille en pays Qatar du côté de Carcassonne, on est dans l'Aude. À 11h-20, les GG veulent savoir Auchan, une enseigne du passé. Auchan va fermer 21 de ses sites en France, plus de 700 emplois menacés. Auchan a perdu 1 milliard l'année dernière. Pourquoi ? Comment ? Alors qu'on pensait que c'était un tel mastodonte que rien ne pouvait menacer. Si, est-ce qu'aujourd'hui les hyper c'est un modèle qui est révolu ? On fait ses courses autrement, 32-16 pour en parler avec les GG tout à l'heure à 11h-20. C'est l'heure d'accueillir nos grandes gueules du jour. RMC, la grande gueule du jour. Ils sont deux, c'est un duo de GG que nous recevons. Bonjour. Francis Lalanne et Jérémy Clément. Vous faites, j'ai fait le tour de la table, on se salue, il n'y a pas de problème, bien sûr. Voilà, vous vous croisez. Bonjour Jérémy, bonjour, merci d'être là. Je vous en prie, prenez place, on a beaucoup de questions à vous poser. Donc ça s'appelle Alliance Jaune, c'est ça hein, Jérémy? Oui, c'est ça. Alliance Jaune, c'est une liste qui a été déposée pour les européennes, mon cher Francis. Déposée au ministère de l'Intérieur, ça y est, c'est validé, tout est fait? Oui, on a reçu le récépissé définitif hier soir. À 19h. Alors, Francis, le chanteur, cette carrière que l'on connaît, Jérémy Clément, chef d'entreprise du côté du Loiret, du côté de Montargis, qu'est-ce qui vous a fait vous rencontrer et pourquoi faire cette liste Alliance Jaune alors? J'avais lancé l'idée, le projet d'une liste pour les européennes parce que je sentais qu'à un moment donné, on risquait de s'adresser à quelqu'un qui nous écouterait pas, en l'occurrence le président de la République, et que je pense qu'à un moment donné, pour un citoyen, quand les pouvoirs publics n'entendent plus sa voix, je crois que la meilleure façon, c'est d'investir le champ électoral et de prendre... de ne plus rester dans la rue, quoi, voilà. En fait, c'est ça. Non, je pense que la rue, c'est aussi un moyen de faire entendre sa voix pour le peuple français. Le droit de manifester est un droit sacré en France, mais je pense que à un moment donné, pour vraiment proposer quelque chose et faire advenir ses revendications, eh bien, il convient aussi de mettre la rue dans les urnes. Parce que c'est aussi une façon d'obtenir ce qu'on veut sans à un moment donné, se retrouver avec un pays à feu et à sang. Voilà, et puis... En référence à ce qui risque de se passer aujourd'hui, Jérémy, notamment? J'espère pas, bien évidemment. On sait que les 1er mai, c'est important. C'est une manifestation, le 1er mai qui est mondiale, où beaucoup de salariés attendent de toucher un salaire double avec une journée de récupération. Donc il y a un vrai symbole sur cette journée. Cette journée n'appartient pas forcément aux Gilets jaunes, elle appartient à l'ensemble des citoyens. Après, ça fait plus d'une semaine qu'on sait qu'il y a une convergence sur Paris au niveau des Black Blocs. Il aurait été intéressant peut-être de pouvoir... Et c'est aussi l'avantage de se structurer maintenant, c'est que peut-être qu'en amont, quand on aura ce genre d'infos, on pourra réunir les différents protagonistes et se dire voilà, cette journée, elle risque d'être classée noire. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce qu'on peut pas la décaler? Est-ce qu'on peut pas faire autrement pour faire en sorte que ce soutien populaire qui a fait que ce mouvement a pu continuer, perdurer et enfin se structurer, on fasse que ça puisse être main dans la main, que ça soit avec les commerçants, les citoyens, les soutiens des Gilets jaunes, les non-soutiens, les politiques, pourquoi pas, etc., etc. L'idée, c'est de retrouver une unité et une fierté dans notre pays. Donc, c'est pas forcément en allant manifester, si on sait qu'il y a de la casse et de la violence, il est peut-être préférable de prendre un peu de recul. Vous la condamnez, cette violence, de toute façon. Oui. Évidemment. Non, parce il y a eu des ambiguïtés quand même. Mais même moi, il m'est arrivé sur BFM hier, il y a une phrase que je voulais parler des Black Blocs et j'ai laissé entendre que
les Black Blocs, donc ça pouvait laisser prétendre que je comprenais. Non, je respecte l'humain. Maintenant, la violence et la casse, ça n'a pas la place dans un joli pays comme le nôtre. On a une démocratie, on a une constitution. Alors soit nous ne nous sentons pas entendus, soit nous nous sentons pas compris, soit nous avons une éveil de conscience qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas simplement le pouvoir d'achat, même si c'est notre leitmotiv et notre priorité qui importe aujourd'hui pour l'ensemble des citoyens, mais il y a un ensemble de choses et de représentativité qui nous importent aujourd'hui. Avant de laisser mes petits camarades poser des questions, simplement pour continuer, parce que il y a le pouvoir d'achat, il y a la représentativité. Francis, vous avez toujours été un citoyen un chanteur qui a toujours parlé du citoyen, de l'humain. Oui. C'est ça aujourd'hui l'ADN de cette liste, c'est que l'humain et le citoyen retrouvent sa place, c'est ça? C'est-à-dire que dans le blason de la République, il y a un mot très important, c'est le mot fraternité. Et on n'a pas l'impression que c'est vraiment, je pense, le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui qui a reparlé le mieux de la fraternité. Et vous parliez de la violence que nous condamnons, mais je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, il a subi énormément de violence de la part du gouvernement. Et cette violence-là, on a l'air de dire qu'elle est légitime parce qu'elle vient de l'État, mais aucune violence n'est légitime. Et si on condamne la violence des uns, il faut aussi condamner la violence des autres. Et voilà pourquoi je trouve que aujourd'hui, quand j'entends des discours gouvernementaux sur la violence, j'ai envie de leur répondre si on parlait de la vôtre aussi. Voilà. On est dans une violence d'État. Vous savez que le ministre de l'Intérieur dit le policier ne porte jamais le premier coup, mais quand il se fait insulter ou qu'il prend des vis ou des boulons sur la tête, il y a un moment il répond aussi. Moi j'ai marché tous les samedis. J'ai jamais vu ce dont parle le ministre de l'Intérieur. Par exemple, je parle du 16 mars quand il y a eu ces vitrines qui ont été cassées, etc. Moi, j'étais sur les Champs-Élysées. J'ai vu, j'ai vu à un moment donné ces personnes arriver tout cassées sous le regard des CRS qui ne bougeaient pas, qui reculaient même. Et puis quand ils sont partis, ils se sont mis à tirer sur des femmes enceintes, sur des retraités avec leurs trucs. C'est ça que je comprends pas. Je veux dire, j'ai vu à Rouen. Marché à Rouen, j'ai vu tout d'un coup il y avait des gens qui marchaient et puis tout d'un coup je ne sais pas si c'est des policiers parce que comme ils ont pas leur identité, on ne sait pas qui c'est ces gens et ils balancent des grenades sur des gens qui marchent comme ça alors qu'il se passe rien. Alors simplement, pour moi les gardiens de la paix c'est sacré. Hein, la sécurité, la sûreté, c'est fait partie des 4 droits de l'homme. Mais à un moment donné, je vous dis que tous les jours il y a des gens qui se présentent comme étant des policiers qui violent l'article 122 du code pénal -5 et l'article L435-1 du code de la sécurité intérieure qui dit que aucun membre des forces de l'ordre n'a le droit d'attaquer une personne et ils ne peuvent utiliser leurs armes entre guillemets parce qu'ils devraient même pas en avoir si on suivait les règlements européens que en cas de légitime défense d'absolue nécessité, ce sont les termes de la loi et de manière proportionnée. C'est pas ce qui se passe dans la rue aujourd'hui. D'accord. La liste des européennes, Alliance jaune, elle a quoi comme proposition, comme revendication? Qu'est-ce que vous voulez porter comme idée? D'abord, il faudra que vous ayez des élus, il faudra passer les 5%. Oui, bien sûr. Là, pour le moment, c'est une liste Gilets jaunes est créditée de 2% si on se fie au sondage. Crédité de 2%, en sachant qu'on n'avait pas annoncé de tête de liste, on n'avait pas annoncé... Vous êtes tête de liste, Francis? Oui. Finalement, vous y êtes allé, il fallait un porte-drapeau. Ça a été dur de l'avoir en tête de liste. Hein. Oh là là. Oui, il a mis le paquet, mais je pense que effectivement ses arguments étaient les bons, puisqu'en fait, de tout le groupe rassemblé, celui qui a l'expérience de... Mais vous savez, vous allez subir des pressions, hein, des autres Gilets jaunes. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a essayé de déposer une liste, derrière, ça a été chaud pour Madame Vavasseur ou autre. Ça n'a pas été que pour une liste, ça a été dans la structuration générale. Aujourd'hui, vous avez des Gilets jaunes. Je pense qu'il y a aussi les temps qui changent. Il y a beaucoup plus de Gilets jaunes qui maintenant se rendent compte qu'on réponde ou pas aux demandes et revendications pour un équilibre des richesses, pour un pouvoir d'achat plus juste, pour pouvoir vivre de son travail, pour pouvoir avoir une accession à la connaissance à travers l'éducation et l'université qui vaut le coup, pour avoir un logement décent, pour que les profs ils puissent aller faire leur boulot convenablement. Je pense que justement c'était ma question. Alors comment vous expliquez une telle absence du côté des Gilets jaunes, du monde de la culture, du monde de l'éducation en général, du monde de la santé? Comment vous pouvez expliquer vous ne parlez pas au nom de gens qui finalement ne sont pas derrière vous? Je ne dis pas qu'ils sont contre vous. Par exemple, à titre personnel, moi je soutiens votre initiative de liste.
Je la trouve démocratique et ça me plaît autrement plus que tout ce qu'on risque de voir. C'est normal. Et vraiment, ça ne veut pas dire que je voterai pour vous, mais par contre, je trouve que la démarche est citoyenne et démocratique. C'est encore, je suis plus dur à convaincre que Francis Lalanne pour être tête de liste. Mais non, parce que voilà, comment vous expliquez cette absence? Je peux aussi. Alors, vous avez les stylos rouges. Vous avez les stylos rouges qui ont été montés, où on a nous des stylos rouges qui sont aussi bien sur la liste qu'autour et qu'on travaillait sur des sujets. Après, pour ma part, comme c'est un sujet que je maîtrise pas forcément, vous ne m'en avez pas entendu forcément pouvoir le développer. Mais c'est un sujet qu'on va pouvoir mettre sur la table où on est parti avec des objectifs sans programme. Maintenant, on a une ligne de conduite sur tous les sujets, que ça concerne l'immigration, l'éducation, l'écologie, le domaine fiscal, domaine social. Sur l'immigration, par exemple, vous dites quoi? Sur l'immigration, vous allez dire quoi, Francis moi, je suis exprimé là-dessus déjà en tant que poète. Pour moi, je veux dire, la fraternité dans le blason de notre République, dans le préambule de la Constitution. C'est quoi la proposition, par exemple, qu'il va y avoir sur votre liste, le programme sur l'immigration? Vous allez défendre quoi? Les régularisations, on ouvre tout le monde peut venir. Je veux bien faire ça et tu fais l'écologie, toi, si tu veux. Non, moi je vais faire... Allez-y, non, parce que c'est important, parce que vous allez vous présenter devant les Français. Donc il faudra qu'il y ait un programme. Alors... Nous ne sommes pas une liste qui a un programme, nous sommes une liste qui a des objectifs. Et le principal objectif de la liste que nous représentons ici, et encore une fois, nous ne représentons pas le mouvement des Gilets jaunes. Nous sommes issus de ce mouvement, mais nous ne représentons que les 79 personnes qui se proposent. Mais avec l'estampille Gilets jaunes. Ah, nous sommes des Gilets jaunes. Mais c'est pas parce qu'on est des Gilets jaunes qu'on a vocation à représenter l'intégralité de ce mouvement. C'est comme on dit, on est de gauche, il y a plusieurs listes de gauche. Donc on est Gilets jaunes. Par exemple, si vous voulez, c'est un mouvement qui est protéiforme et nous on défend une certaine ligne. On vous parlait on est pacifique, on est contre la violence et on est surtout pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Vous voyez. Et pour la régularisation de tous les sans-papiers, pour l'accueil de tous les immigrés. Tout ça veut rien dire. Vous savez, ce que nous défendons, c'est l'humanité. C'est l'humanité. La France a toujours défendu l'humanité. Il faut des mesures humaines. Il faut savoir accueillir les gens quand ils arrivent. Non mais c'est intéressant parce que par exemple il y a un gilet jaune comme Jean-François Barnarda qui lui a rejoint. Il a rejoint les patriotes de Florian Philippot. Oui, mais Benjamin Cauchy lui a rejoint Nicolas Dupont-Aignan. C'est ça. Nous, on est des gilets jaunes, on rejoint personne, on est contre les partis politiques, on est absolument hostile à tout ce qui est partisan. Joël Dagosseri. Alors, moi j'entends que vous n'avez pas de programme, mais ça va être un peu compliqué dans la mesure où vous vous présentez quand même à des élections européennes. Et je trouve déjà de manière générale qu'on ne parle pas assez des élections européennes. Enfin, on en parle pour parler de la politique nationale, mais on n'en parle pas réellement. On ne parle pas de l'Europe et de ce que de l'Union européenne. De l'Union européenne, exactement. Alors que vous, vous vous présentez justement à une candidature pour être député au Parlement européen. Alors, il va quand même falloir que vous nous parliez d'Europe. Et il va quand même que vous puissiez nous présenter 2 ou 3 mesures. Mademoiselle. Parce que là, tout à l'heure, vous avez parlé, Monsieur Clément, de logement, par exemple. Le logement, vous voyez, c'est le domaine dans lequel je travaille. C'est ça dans lequel je travaille. En tant que salarié. En tant que salarié, tout à fait. Dans le logement social. Mais ça, c'est au niveau national. Moi, j'aimerais que vous me parliez, puisque d'Europe et d'Union européenne, et qu'est-ce que vous allez apporter au Parlement européen. Vous savez qu'il y a 70% de nos lois se passent là-bas. Oui, bien sûr, mais il y a Petit 2, quand on dit qu'on n'a pas de programme, c'est parce qu'on a des objectifs maintenant, on a des propositions à faire. Voilà. Vous me parliez d'immigration. Oui. On a imaginé, sur la base du plan Borloo, pouvoir imaginer, plutôt que de travailler sur les conséquences, à la cause. Et imaginer se dire que l'ensemble du budget que dépensent les contribuables français pour faire venir des migrants, pour les laisser porte de la chapelle, pour les laisser dans les rues, il serait peut-être préférable d'envoyer nos entreprises spécialisées dans ces pays concernés pour peut-être mettre l'eau courante, mettre l'électricité, etc., etc. On a imaginé tout un tas de choses. Maintenant, les propositions qu'on va faire dans tous les domaines, l'idée c'est de pouvoir les laisser, les rendre audibles, les développer avec des pour, des contre, de manière à ce que ça puisse être de manière analytique facile à absorber, avec des conclusions et de laisser les citoyens décider. Quand on dit qu'on n'a pas de programme, on a un tas d'idées sur plein de choses. Je voudrais vous répondre. Excusez-moi, je vais juste rebondir, parce que quand vous dites qu'il faut envoyer nos entreprises spécialisées dans ces pays-là, quand vous savez, je ne parle pas de la Syrie ou quoi, mais qu'il y a énormément de migrants qui viennent d'Afrique et que la France est présente, je veux dire, en Afrique, dans plusieurs entreprises, plusieurs gros groupes français sont présents sur Lafarge, Bolloré. Vous trouverez des nombreux groupes français, Bouygues, dans ces pays-là, et que ces populations-là viennent quand même. Excusez-moi,
excusez-moi, alors je ne vais pas vous traiter d'amateur, mais vraiment, j'ai l'impression vraiment qu'on... Vous pouvez, c'est le cas de toute façon. Mademoiselle, dans le mot amateur que vous utilisez de manière péjorative, il y a le mot amour, qui est un mot très important pour la relation humaine. Je voudrais vous répondre sur l'Europe, et ce que vous dites est tout à fait important. L'Europe, il faut bien comprendre qu'un député européen n'a pas l'initiative législative. Aujourd'hui, se présenter en disant que parce qu'on est député européen, on va pouvoir présenter un programme et le faire fructifier, c'est une imposture. Parce que à l'heure actuelle, même avec le renforcement des pouvoirs entre guillemets de l'Assemblée en 2008, même si aujourd'hui, après le parcours du combattant, des députés arrivent à présenter un projet, il est soumis à la Commission, et si la Commission ne le veut pas, il ne sera pas proposé au vote. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'on n'a pas de programme, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas d'objectif. Nous, on a des objectifs. Pourquoi? Parce qu'avoir un programme, dire aux gens aujourd'hui qu'on va défendre un programme, c'est dire qu'on est capable d'agir pour le développer. Ça, si vous voulez passer la barre des 5%, envoyer des députés là-bas, c'est pour essayer d'influer et d'agir. Donc, faudra si je peux me permettre, nous avons proposé des objectifs. Voilà. Alors, ces objectifs, par exemple, vous parliez de l'Europe, et je voudrais rester sur l'Europe. Il faut bien comprendre comment ça marche, l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, en fait, elle ne fait pas de directives, l'Europe. Elle fait des recommandations. Et les États-nations, ensuite, les interprètent comme ils le souhaitent. Par exemple, il y a 70% des recommandations européennes qui ne sont pas respectées par les États-nations. Je vous en donne une, par exemple, le LBD. C'est refusé par toute l'Europe, et ici, en France, on tire au pigeon. Voilà, on tire au pigeon sur les populations civiles. Mais en revanche, excusez-moi, en revanche, par exemple, l'histoire de la TVA. Nous, on voudrait que la TVA, il y ait plus ce verrou européen qui pèse sur la TVA pour les produits de première nécessité. La France va dire, il y a une recommandation de l'Europe sur la TVA qui empêche qu'on baisse la TVA. Eh bien, pourquoi à ce moment-là, on ne fait pas comme pour le LBD? On n'a qu'à pas tenir compte de cette recommandation et baisser la... Vous voyez, par exemple, il y a la taxe Tobin. La taxe Tobin, c'est la taxe sur les transactions financières. 200 milliards d'euros à l'échelle européenne. Eh bien, cette taxe, si on l'applique, on n'a plus de problème. Si on taxe, par exemple, les banques, comme en Espagne, pour financer les retraites, on n'a plus besoin de prendre, d'accabler les retraités comme on les accable aujourd'hui avec fiscalement. Francis Lalanne, Jérémy Clément, c'est donc la liste Gilets jaunes. Vous êtes nos grandes gueules du jour avec cette liste Alliance jaune pour les élections européennes. Encore des questions à venir. Vous êtes avec nous dans les GG sur RMC, RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Barbelé des murs. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui en grande gueule du jour Francis Lalanne et Jérémy Clément. Francis Lalanne, le chanteur, Jérémy Clément, chef d'entreprise du côté du Loiret, Montargis, Gilets jaunes de la première heure. On se souvient de vous sur les plateaux. Francis Lalanne qui rapidement a rejoint aussi ce mouvement, ou plutôt cette cause. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu la première liste officielle, la seule, tout du moins pour le moment, pour les élections européennes. Question Maxime Yeddo, étudiant. La question est d'abord reprise, si je peux me permettre. Vous parlez tout à l'heure des policiers, des violences policières. Non, évidemment... des violences gouvernementales. Car nous avons de plus en plus de soutien des policiers et des gendarmes qui, dans la rue, parfois même quand ils nous contrôlent, nous disent « Allez les gars, lâchez rien, on est avec vous ». Parce que vous allez voir que eux aussi, ils vivent la même difficulté que nous. Et, non, mais nous, on se sent solidaire des policiers. Et dans les gens qui commettent les violences dans la rue, on ne sait même pas si c'est des policiers. On a vu avec Monsieur Benalla qu'il y avait des gens qui pouvaient se balader aujourd'hui avec un costume de policier et taper sur les gens. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il n'y en a pas? Il leur avait envoyé quand même des tables et des cendriers. On n'en sait rien. Non, mais la vidéo, on a eu beaucoup de signes sur cette vidéo comme quoi elle n'était pas réelle. Oui, mais alors le problème de la vidéo par elle, c'est quand même que juste avant, ces gens tranquilles balancent des cendriers et des tables sur les forces de l'ordre. Donc ça justifie peut-être pas ça. La loi est la loi, monsieur. La loi est la loi. C'est pas parce qu'à un moment donné, non mais la loi ne permet pas à un agent qui maintient l'ordre d'attaquer des personnes et de commettre des violences, encore moins à une personne qui n'est pas un agent de police et qui se balade avec un uniforme de police. Alors, revenons à la liste des Gilets jaunes. Question à la liste des Gilets jaunes, plus que le programme, c'est à vous que je m'adresse, Francis Lalanne. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'opportunisme de votre part? Vous avez déjà créé votre mouvement, vous avez participé aux élections législatives, vous avez fait un score de près de 1%, après de Dionnet et 4 aussi, 5. J'étais suppléant sur la liste. Est-ce que finalement c'est pas une opportunité de votre part de réussir un objectif Alors, opportunité, monsieur, votre question est tout à fait pertinente et légitime. Alors, opportunité, j'accepte. Opportunisme, non.
L'opportunité, oui, pourquoi? Car il s'agit d'une élection nationale en vérité, et un scrutin proportionnel à un tour. Ce qui fournit au peuple français aujourd'hui, qui est mécontent du gouvernement, une possibilité de générer un véritable vote sanction. Et notre liste, en fait, elle est là pour fournir à ceux qui voudraient aujourd'hui sanctionner le gouvernement une liste qui leur permet de voter contre M. Macron sans être obligé de voter pour Marine Le Pen. Vous voyez? Ouais, mais c'est ça le problème, parce que le problème du vote sanction, c'est ce qu'on entend énormément à l'extrême droite, c'est l'argument phare de Marine Le Pen. On est quand même passé on veut à une campagne contre l'Europe à une vote sanction. Est-ce que le problème, justement, c'est pas d'avoir un objectif que de punir Macron? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux européens qui sont quand même essentiels, capitaux, plutôt que de vouloir sanctionner Macron? Je vais vous répondre. Il est essentiel aujourd'hui que le gouvernement, le régime qui est aujourd'hui au pouvoir en France, soit mis en difficulté. Parce que nous avons pendant 6 mois marché dans la rue, parlé à quelqu'un qui ne veut pas nous entendre, qui parle tout seul. Minorité. Vous parlez au nom du peuple. Mais le peuple, c'est pas le peuple. L'électorat, c'est 45 millions de personnes. Aujourd'hui, c'est 20 000 personnes dans la rue, Francis Lalanne, Jérémy Clément. Pourquoi vous arrogez ou vous donnez le droit de parler au nom du peuple? Je voudrais répondre à monsieur, et je vais simplement, nous ne parlons pas au nom du peuple. Je suis sûr que si on demande ici si vous êtes tous gilets jaunes, il y en a qui me diront non, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, voilà. Alors je vais vous répondre. Ils parleront en leur nom et pas au nom du peuple. Je voudrais terminer ma réponse à monsieur, et je vais faire une parenthèse en ce qui vous concerne. Nous ne parlons pas au nom du peuple, nous parlons au nom des 79 personnes issues du mouvement des Gilets jaunes qui présentent... Oui, mais vous avez dit le peuple était dans la rue. C'est pas le peuple, c'est une partie des gens mécontents. Ou une partie du peuple, si vous voulez. Une partie du peuple. Écoute, en tout cas, il y a des gens qui, manifestement, à un moment donné... minoritaires. Mais justement, on n'en sait rien. Et c'est pour ça qu'il faut des élections. C'est pour savoir, pour compter nos forces. Mais les élections, elles ont lieu. La présidentielle, elle a eu lieu. Bien, justement, il y a une présidentielle qui va avoir lieu au mois de mai. Car, en fait, nous allons savoir. Nous allons savoir si le peuple français est d'accord avec la politique du gouvernement. Elle va voter en majorité pour le gouvernement. Si le peuple n'est pas d'accord, il va souhaiter sanctionner le gouvernement. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. Comme on dit, on va voter pour M. Macron pour pas voter pour Mme Le Pen. Et là, il y a des gens qui disent on va voter pour Mme Le Pen pour pas voter pour M. Macron. Nous proposons une liste citoyenne issue du peuple qui est hors système et qui peut permettre au vote sanction de se cristalliser et d'être réel sans être obligé de voter par défaut pour quelqu'un pour qui on ne voudrait pas voter mais qu'on utilise pour voter contre quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vous différencie de la France insoumise? Parce que les gens peuvent aller s'y voter pour la France insoumise. Jérémy Clément. Dans le micro, s'il vous plaît, Francis. Ce qui nous différencie de la France insoumise, c'est que nous ne sommes pas un parti politique et nous sommes contre les partis politiques. Nous sommes un dispositif d'action démocratique qui fournit à des citoyens le moyen d'accéder aux responsabilités sans passer par sans être phagocytés et passer par les fourches codines d'un parti. Oui, mais pardon, mais c'est là où vraiment il y a un problème, et ça me tient parce que vraiment l'Union européenne et même l'Europe en général, j'en fais un sujet tout le temps ici, demandez à Alain, je prends n'importe quel sujet pour attaquer l'Union européenne. Mais le problème, c'est que c'est institutionnel, c'est une machine institutionnelle. Il y a Bruxelles, il y a la Commission, il y a le Parlement, tout ça c'est une machine. Et sans expérience de ces partis, sans connaissance juridique, on a du mal à justement à aller. Et même si, admettons, vous avez quelques députés, il va falloir créer des groupes. Regardez, des gens comme même le Front National, qui est quand même crédité d'énormément de pourcents, n'est même pas sûr de constituer un groupe cohérent au sein même du Parlement européen. Si vous n'avez pas de Parlement, le groupe au Parlement, vous n'influez pas. Vous venez de mettre le doigt sur le problème. Le problème, c'est que l'Europe dans laquelle nous croyons, l'Union européenne dans laquelle nous croyons être, n'est pas ce qu'on nous dit. L'Europe n'a pas de constitution, l'Europe n'a pas de loi, l'Europe n'a pas d'armée, l'Europe ne perçoit pas d'impôts, l'Europe vit de la mendicité, de la charité des États-nations. Les gens qui ne sont pas des États-nations. L'Europe ne nous empêche pas de récupérer notre monnaie. La loi de 93, elle a sauté en 94. Donc aujourd'hui, on n'est pas obligé de suivre la recommandation européenne qui ne veut pas qu'on emprunte à la banque centrale. Non mais voilà, c'est pareil. Donc aujourd'hui, les gens, on leur fait peur. Par exemple, M. Asselineau, il dit il y a des directives européennes. Il n'y a pas de directives européennes. Ce sont des recommandations. Non, mais ce sont des recommandations, mais depuis 67, ce sont des recommandations. Mais depuis 67, le traité de Rome, il y a des recommandations. Il y a deux trucs juridiques. Il y a des recommandations, mais il y a aussi des directives. Et les directives nous obligent. Alors, elles nous obligent pas, monsieur. Je peux me permettre. La preuve, il y en a 70% qui ne sont pas respectés. Non, mais il y a deux. Pardon. Il y a vraiment deux trucs.
il y a les directives et les recommandations. C'est deux courants juridiques totalement différents. C'est une directive, c'est par exemple qui nous empêche d'interdire le glyphosate. Ça, par exemple, c'est une directive. Mais rien ne nous empêche d'interdire le glyphosate si nous ne voulons pas le glyphosate. Non, c'est qu'on passe sous les 3%. Ce que vous dites sur l'interdiction. Alors vous dites en dehors de tout ça, Jérémy Clément, une question de Sylvain Grancer. En dehors de tout ça, il y a un point sur lequel, et j'allais dire ça n'engage que moi, mais non, aujourd'hui ça engage beaucoup plus de gens, pour parler avec beaucoup de monde. Aujourd'hui on a quoi qui se passe? On résoudra le problème du pouvoir d'achat. On est dans un pays riche, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a beaucoup d'impôts, il y a du bas de laine, il y a beaucoup d'impôts, etc., etc. On résoudra le problème de la justice fiscale. Ça mettra certainement plus de temps. Mais on résoudra ce genre de problème. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas résoudre, et c'est pas en fermant l'ENA que ça va changer quelque chose. C'est un problème de représentativité. Aujourd'hui, on souffre de quoi? En dehors du pouvoir d'achat, on souffre que quand on voit un élu, quand on voit quelqu'un qui prend des décisions pour nous, on a des sourires et des promesses et des éléments de langage qui sont parfaits lors d'une campagne électorale, mais qui ne suivent pas sur le reste. On a des maires qui n'ont pas de pouvoir de décision pour pouvoir développer leur commune. On a un système qui est vraiment bancal et qui est à deux vitesses. La taxe d'habitation notamment. Moi personnellement, je sais qu'on gagnera tous ces combats-là. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils puissent durer dans le temps et qu'on puisse avoir ou une 5e République qui ressemble à une 5e République telle qu'elle avait été envisagée par le général de Gaulle pour éviter de donner aux partis un système dictatorial, un système monarchique, ou alors tout simplement que si on s'aperçoit que tout est foutu, revenir en arrière et peut-être partir sur autre chose. Attention. Il vaut mieux mais la représentativité est très importante. Il vaut mieux. Les éléments de langage sont importants, on en parlait tout à l'heure. Nous ne voulons pas de 5e République, nous voulons une première démocratie. Nous voulons créer un pôle démocratique en France. Non, alors s'il vous plaît. La démocratie, c'est quand on vote. C'est pas quand on a les défaillantes. Elle est défaillante, mais on est en démocratie. Non, la démocratie, c'est non. Allez au Venezuela, là, c'est pas. Monsieur. Monsieur, élire n'est pas voter. Élire, c'est renoncer à voter. Non. Élire, c'est décider. Non. Quand vous décidez, vous votez. Quand vous décidez qui va décider, vous renoncez à voter. Non. Après, démocratie représentative. Non. Après, mais attendez. Démocratie représentative, c'est un oxymore, monsieur. Mais si, parce que le système représentatif. Mais non, dans le système représentatif, vous renoncez à voter. Vous nommez quelqu'un qui va voter. Ce n'est pas la démocratie. Vous déléguez juste que la démocratie soit un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Article 3 de la Constitution. Article 3 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce que la démocratie par ses représentants. Je suis d'accord, mais vous n'avez pas le droit de dire qu'on n'est pas en démocratie. Si, j'ai le droit, parce que c'est vrai. Oui, en France, on est en dictature. Mais non, la démocratie, c'est quand le peuple gouverne. Oui, on est dans un pays dictatorial. Non, on est à la limite dans un système monarchique. Peut-être. Mais même la monarchie, c'est une dictature. Mais non, je rigole pas, je suis très sérieux. La dictature, non mais on peut pas laisser dire ça. Mais moi, je vous le dis. Je peux le dire. Pas d'accord, mais il peut le dire. Voilà. C'est justement le principe de la démocratie. Vous êtes pour la dictature, vous ne voulez pas que je parle. Non, je suis pour Maxime. La démocratie du bon sens. Maxime. Mais non, mais stop. Non, pas stop. S'il dit qu'on vit en dictature, s'il vous plaît, attendez. Dernière question, Sylvain Grancer. Et c'est ça qui fait que, alors pour moi, c'est une torture parce qu'en fait, c'est comme si j'avais pris des copains dans ma voiture et puis je les emmène. Il y a un mec qui me fait une queue de poisson, Macron. Et mon pote, il descend et il défonce la bagnole du gars. Et je me dis, mais donc je suis d'accord avec lui et en même temps je me dis, mais ça va pas. Et vous avez tous à la bouche, je dis tous les gilets jaunes, c'est pas vous. Vous avez tous les mots de démocratie, de peuple. Mais moi, qu'est-ce que j'ai vu? Francis, vous étiez à Rouen. Quand vous êtes allé manifester à Rouen, il y a 3 équipes de médias qui ont été attaquées en 8 jours. Oui. Il y a eu au rond-point, il y a eu des filtrages, il y a eu des intimidations. Si. Il y a eu de la casse. Oui. Pas par des gilets jaunes comme nous, en tout cas. Non, pas, mais ça, vous avez compris. Mais je pense vraiment vous avez tout intérêt à gagner, et vous avez peut-être commencé à le faire, mais sur la clarté, peut-être des formes de mea culpa, en disant bah oui, notre mouvement a entraîné des formes de violence inacceptables. Il y a quand même des élus qui ont été on n'arrête pas. Quand vous parliez d'amateurisme tout à l'heure, je peux vous assurer qu'on a fait très fort dans l'amateurisme. Mais le gouvernement aussi a déclenché la violence, il s'excuse pas. Pourquoi il devrait pas s'excuser? Je vous parle pour vous, en termes de stratégie, d'adhésion, je vous expliquer pourquoi les gens de la santé, de la culture, de l'éducation, uniquement sous forme marginale vous ont soutenu, alors que vous tenez les mêmes propos
faut que. Moi, quand je vous entends parler, je m'écoute parler. Oui, mais la différence avec eux, c'est qu'on a vu. C'est très bien, ça veut dire que vous pouvez... À cause de ça, parce qu'au départ, il y a cette violence, et au nom de la démocratie, il y a eu des choses antidémocratiques qui ont été faites, et au nom du peuple, on s'est attaqué à la population. Et ça, il faut absolument trancher ça et condamner. D'où l'investissement dans une structure pour investir le champ électoral et politique. Merci messieurs, merci Francis Lalanne, merci à vous, c'était très intéressant et nous continuerons cette discussion sur la démocratie. Merci d'être passé par les GG. Dans un instant, Auchan, un Moudal à bout de souffle, à tout de suite avec les grandes gueules. RMC, 9h midi, les grandes gueules. Sur RMC Story, Maxime Yédo, Sylvain Grandserre, Joël Dago-Séry sont les grandes gueules qui vous accompagnent aujourd'hui. On va s'intéresser à Auchan. Les GG veulent savoir, est-ce qu'Auchan est un modèle en bout de course aujourd'hui, celui des hypermarchés, vu la fermeture des sites. Les GG veulent savoir avec vous au 32-16. RMC, les grandes gueules veulent savoir. On s'aperçoit qu'on a été berné aujourd'hui puisque 21 sites sont touchés, donc c'est quand même assez énorme. C'est 800 salariés qui vont être demain dans des grandes difficultés alors d'ordre psychologique, social, financière. Et donc c'est une vraie onde de choc, c'est une vraie catastrophe sociale. Ça implique qu'il y a des salariés qui voient leur emploi remis en question et qu'il va y avoir tout un processus de négociation qui va être déclenché dans les jours et les semaines qui viennent. Et notre objectif pour nous, c'est de reclasser le maximum de salariés pour faire qu'ils puissent garder un emploi. Vous avez entendu les responsables syndicaux. Auchan confronté à une situation économique très difficile. C'est le premier volet d'un plan de redressement qui a été lancé le mois dernier, qui passe par la cession de 21 sites, concerne près de 800 salariés, 265 collaborateurs de 13 supermarchés, pour être précis, 89 de 4 Chrono Drive, 150 des halles d'Auchan à Meaux et à Bobigny notamment, 188 de l'hypermarché de Villetaneuse, 31 d'un centre de préparation Auchan Direct de Marseille. Auchan a perdu 1 milliard, peut-être parce qu'aujourd'hui les modes de consommation ont changé, les modes de déplacement ont changé. Certains disent oui, mais aller à des Auchan qui sont loin à l'extérieur des villes, il faut payer l'essence. Et aujourd'hui, c'est des choix aussi que l'on doit faire, des arbitrages. Et puis aujourd'hui, on allait peut-être dans ce genre d'hyper pour acheter des affaires, sauf comment les affaires, il y a d'autres enseignes qui sont aussi au centre-ville. On achète aussi sur Internet. Donc finalement, Auchan qui va devoir reclasser ses salariés. Est-ce que c'est un modèle qui est en bout de course, oui ou non? 32-16 rmc.fr pour en parler avec les GG. Monsieur Sylvain Grandserre. Oui, c'est vrai qu'à l'heure du drive, à l'heure des achats par Internet, l'idée de condamner son samedi après-midi à pousser son caddie, ça paraît un peu désuet. Moi, ce qui me surprend, c'est dans les propos des salariés, c'est la brutalité de l'annonce. Visiblement, ça tombe comme un coup près. On a l'impression qu'il y a eu une absence de dialogue. La bonne nouvelle, quand même, c'est que Auchan, c'est quand même un groupe très puissant, malgré ses pertes. Auchan, je regardais, c'est Decathlon, c'est Saint-Maclou, Nord-Auto, Leroy Merlin, Kiabi, Alinea. C'est le groupe, c'est l'entité Auchan. Je me dis, il y a peut-être quand même, si tout le monde fait bien son boulot, il y a quand même moyen de reclasser un maximum de personnes. Oui, mais je ne pense pas que ce soit des gens spécialement diplômés qui soient mis sur le carreau. Oui, mais t'as le bateau phare. Tu as le paquebot, tu as le mastodonte aujourd'hui qui commence à vaciller sur. Ce qui m'étonne, parce que quand j'ai vu qu'il y avait Rouen concerné dans la liste de Auchan, je me suis dit oui, c'est normal, c'est exactement ce que tu décrivais, c'est-à-dire la grande surface un peu à l'extérieur. Mais non, c'est le Auchan du centre-ville. Et ce qui me paraît assez cruel dans l'affaire, c'est la balle que se tire dans le pied Auchan, en tout cas qui tire dans le pied des salariés, c'est d'annoncer on ferme là où il n'y a pas de perspective réaliste de retour à la rentabilité. Alors moi, quand j'ai essayé de vendre ma maison, j'ai dit qu'elle était bien. Quand j'essaie de vendre ma voiture, je dis qu'elle est bien. Là, quand tu commences par dire on propose à la revente nos anciens magasins, on vous prévient, ils sont pas rentables du tout. Donc là, je trouve. Voilà, mais c'est peut-être un aveu aujourd'hui d'un système et d'un modèle qui ne fonctionne plus tel quel aujourd'hui. Mais sincèrement, si Auchan met le paquet pour la revente, il y a quand même des concurrents d'Auchan qui sont sur les rangs, plus le fait que ce soit le grand groupe Muliez qui a quand même énormément d'enseignes, on doit sur les 700 ou 800 personnes concernées arriver quand même à en recaser un maximum, j'espère. Joël Dago-Séry. Oui, c'est un grand groupe, mais je crois que dans le grand groupe, il n'y a que, en tout cas, Decathlon qui s'en tire très 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 bien. Voilà, donc je pense que c'est derrière Auchan, il y a pas mal de choses qui vont. J'ai lu un dossier sur le groupe Muliez et j'ai cru lire que c'est Decathlon qui s'en sortait très très bien. Mais en tant que consommatrice, effectivement. Tu y vas encore toi ou pas? Non, absolument plus. Absolument plus. J'utilise le drive de temps en temps. Oui.
C'est les courses de proximité. Exactement. Avec et le Franprix qui est en bas de chez moi fonctionne très bien. Les petites enseignes de quartier comme Franprix et Monoprix n'ont aucun souci. Les Dailymonop et autres. Exactement. N'ont aucun problème. Elles pullulent d'ailleurs. Elles ouvrent partout. Quasiment une par pâté de maison. Voilà, exactement. Alors que aller en hyper, aller en centre commercial, écoute, je le fais quasiment plus. Alors le reste, je le fais un peu sur Internet. Je fais les drives. Et donc ça m'étonne pas qu'au bout d'un certain moment, déjà on enlève les caissières, tu vois. Alors maintenant, carrément, on enlève les magasins. Et je pense que, ils ont commencé par enlever l'humain. Et puis finalement, ils ont dit, finalement, oui, on ferme tout. Donc, on revient à des achats de proximité, des supérettes de proximité. L'épicerie de quartier de nos grands-parents. Parce que déjà, en termes de temps, excuse-moi, je n'ai plus le temps. En fait, je n'ai plus le temps. Je travaille assez loin de chez moi. Quand je rentre, j'ai pas envie le samedi d'aller passer mon après-midi à faire la queue, 3 km de queue à une caisse avec mon caddie. J'ai envie de faire d'autres choses avec ma fille, aller faire des sorties, des expos, d'autres choses. Donc je privilégie mon magasin de quartier et Internet. Et voilà. Et c'est aussi un rythme de vie qui a énormément changé. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ces grandes enseignes, alors qu'elles se disent proches du consommateur, n'ont pas vu le changement plus rapide de consommation, d'achat et autres. Maxime Niedo. Pour reprendre un peu ce que disait Sylvain, c'est-à-dire que ces grandes enseignes ont tendu le bâton pour se faire battre. C'est-à-dire que pendant des années, ils ont dit, regardez, ils ont dénaturé les campagnes, ils ont tué des agricultures entiers, des commerces de proximité entiers. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que eux-mêmes vont être dénaturés de ne plus avoir des gens qui font toute la route dans les grands centres-villes pour que justement les gens dans les petites villes retournent voir le petit fermier qui vend son fromage, le boulanger, la boulangerie artisanale. Et je pense que c'est là où ils ont eu tort. Ensuite, on dit que certes, ils sont un peu en baisse. Maintenant, il faut se rendre compte. En Chine, ils se sont quand même alliés avec Alibaba. Alibaba, c'est monstrueux. Genre là-bas, je crois que c'est les personnes en Chine qui consomment Auchan, c'est 600 millions. Donc ils sont loin c'est à l'international aujourd'hui, bien sûr. Ils se développent. Par contre, là, il y a un vrai problème d'éthique et c'est là où on revient toujours à des sujets un peu économiques. C'est-à-dire que Auchan s'apprête à licencier 800 000 salariés, à peu près 800 salariés. Pas 700 000, c'est un peu énorme, c'est ça. Un supermarché. Non. Donc c'est 700 personnes, pardon. Et à côté de ça, ils touchent 500 000 euros de CICE. Tu vois, et le gouvernement n'est pas capable de faire la bataille pour te dire, écoutez, vous n'avez pas interdiction de fermer, parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont fermer pour augmenter leur chiffre d'affaires. Et ça, c'est mon côté de gauche qui ne le veut pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher l'argent du contribuable qui continue en plus à financer. Donc là, il faut qu'Auchan rende des comptes sur le CICE. Mais il faut plus qu'ils rendent des comptes. Il faut qu'ils assument que l'argent public qu'ils ont accepté serve réellement à des gens qui travaillent chez eux. Nous sommes avec Christophe Delay, qui est le directeur syndical FO Auchan. Bonjour. Oui, bonjour. J'espère que vous nous entendez parce que je crois que vous êtes dans une manifestation là en ce moment, là, il me semble, d'après ce qu'on m'a dit. Sur Clermont-Ferrand, la manif du 1er mai. D'accord. Monsieur Delay, aujourd'hui c'est quoi? C'est une crise de modèle pour Auchan et pour d'autres, parce que Carrefour souffre aussi d'ailleurs, d'autres enseignes souffrent. Christophe Delay. Oui, alors il y a le modèle effectivement qui est chahuté depuis plusieurs années, mais c'est pas que ça. Il y a des choix stratégiques qui n'ont pas été à la hauteur aussi, et qui ne pas mettre tout sur le modèle. Alors, du coup, quelle est la raison principale, alors, si c'est pas uniquement le modèle? Après, Auchan avait une force, c'était la promo, on avait des grands magasins avec des grandes promotions qui ont été abandonnés il y a quelques années parce que on nous demandait de plus en plus de rentabilité et les clients sont éloignés. Ce qui fait la différence aussi sur Internet, on sait qu'on peut pas forcément lutter sur le prix. Après, c'est le service. Ouais. Et le service, on en a de moins en moins dans les magasins. Il faut de moins en moins d'employés parce que les actionnaires demandent de plus en plus de rentabilité. Et le problème. Il n'y a pas eu de dividende, je crois, versé récemment chez Auchan. Alors, il n'y a pas eu de dividende sur l'année 2019, sur les résultats 2018, effectivement, il n'y aura pas de dividende de versé. Mais sur les 9 dernières années, il y a eu pratiquement 2 milliards de dividendes de remontée aux actionnaires de la famille principale, la famille Muliez. Donc oui, cette année, il n'y a pas de dividende, mais sur les 9 dernières années, les dividendes ont été largement... Et les garanties d'emploi que vous avez, est-ce que vous pensez que l'ensemble des salariés seront recasés dans d'autres enseignes du groupe ou pas ? Alors, on l'espère. C'est la volonté des syndicats et de FO en particulier. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Casino vend des magasins, Carrefour vend des magasins. Donc, on a peur que les repreneurs soient pas nombreux à se présenter. Alors après, on parle de groupe, mais le problème, c'est que juridiquement, le groupe Auchan n'existe pas.
Auchan, c'est Auchan, Decathlon, c'est Decathlon. Alors oui, ça c'est une bataille aussi qui est menée depuis plusieurs années pour faire reconnaître juridiquement ce groupe, pour avoir plus de possibilités de reclasser les gens. Ah oui, donc il n'y a pas de passerelle entre les différentes enseignes qui appartiennent pourtant, quand on le voit comme ça, au même groupe ou à la même famille, quoi, en fait. Ah non, il n'y a aucune passerelle, c'est ça le problème. Et alors, Auchan ne veut surtout pas faire reconnaître ce groupe. Alors après, pourquoi ? On peut se poser des questions en termes fiscaux, en termes, je sais pas, mais Auchan ne veut pas faire reconnaître ce groupe, et c'est là le gros problème, parce que c'est vrai que les possibilités seraient plus nombreuses pour les gens. Aujourd'hui, on a plus de 700 personnes qui ce matin sont réveillés et qui sont inquiets. Et qui ne savent pas ce qui vont leur arriver dans les semaines qui viennent, bien sûr. Oui, parce que ils entendent l'actualité, ils entendent que Carrefour vend des magasins, que Casino vend des magasins, donc ils se doutent bien que leur repreneur, ça va pas être évident. Alors, Monsieur Delay, il y a une question pour vous, Joël Dagos-Série. Joël. Oui, alors j'ai pas très bien regardé. Où se situent les magasins qui vont fermer ? Est-ce qu'on est dans le sud, d'accord, mais est-ce qu'on est en centre-ville ? On est vraiment en périphérie, c'est-à-dire vraiment avec le centre commercial. Il y a de tout. Alors essentiellement, il y a des supermarchés, 15 supermarchés qui se situent un petit peu partout dans la France. Il y a l'hypermarché de Villetaneuse en région parisienne. Ah oui, je connais. Là aussi, ça a été un choix stratégique mauvais de la direction, qui il y a quelques années a ouvert un autre hypermarché à moins d'1 kilomètre. Et forcément, ça a cannibalisé les ventes du magasin de Villetaneuse qui en souffre aujourd'hui. Mais alors aujourd'hui, c'est 21 sites. Demain, on est très inquiet parce que hier en CCE, la direction a annoncé qu'ils avaient identifié 100 foyers de perte. Un foyer de perte, c'est un magasin en difficulté. Donc voilà, on sait qu'il y a un plan de. Donc il y a d'autres restructurations qui vont arriver. C'est ce que vous dites, Christophe Delay, délégué des FO de. On est sur quel délai, pardon, quand Auchan annonce des fermetures, c'est sur quel calendrier ? Alors le problème, c'est qu'on n'a pas trop eu de réponse hier à nos questions. On sait qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour mettre en gérance d'autres magasins. Alors combien, où, on ne sait pas à ce jour. Mais voilà, on sait que la démarche est lancée. Donc, contrairement à ce qui avait été annoncé par la direction début mars, qu'il n'y aurait pas de licenciement, pas de perte pour les employés, aujourd'hui, on en est loin, quoi. Merci, Monsieur Delay, Force ouvrière Auchan, d'avoir été avec nous. Pendant que nous discutions, j'ai une réaction là qui est arrivée de celle d'Olivier sur internet rmc.fr qui m'écrit grande surface aujourd'hui banque, et il dit commerce notamment de vêtements. Il me dit aujourd'hui voilà le grand chambardement, j'arrive pas à lire la suite du même, je crois, du grand chambardement, oui, des nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est un modèle où il va falloir s'adapter, il va surtout falloir penser la reconversion et la formation des salariés. Joël Dagos-Série. Ça, moi, je pense que c'est la grosse maladie de notre pays, c'est qu'on est en retard sur tout, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, pendant qu'ils fermaient tous leurs malls, parce que ça ne fonctionnait plus, nous, on en ouvrait. Enfin, moi, je regarde à Aubervilliers, ils ont ouvert un centre commercial qui s'appelle le Millénaire. Et le Millénaire, toutes les boutiques, au bout d'un an, même pas, elles ont fermé. Il est désert. Alors à Noël, il y a un peu d'affluence et tout, mais il est désert parce que à côté t'as Rosny 2 et puis pas très loin t'as le Quartz, justement pas très loin de Villetaneuse, t'as le Quartz, et donc ils en ouvrent partout. Ils ont racheté des champs dans le 95 pour ouvrir un truc, je sais plus, je crois que c'est Aerocity, je sais plus comment ça s'appelle, mais un truc énorme. Et donc alors que dans d'autres pays, c'est en recul. Et nous, comme on est à la traîne, tu sais pourquoi ? Oui. Parce que ce sont les municipalités qui ont aussi beaucoup vendu des terrains ou des promoteurs immobiliers. C'est une question aussi d'argent et de taxes derrière, avec la garantie qu'il y ait des emplois. Et il y a des emplois et des embauches effectivement pendant un an ou 2 ans. Et puis après, ça ferme parce qu'en plus on ouvre le même type de magasin avec les mêmes enseignes. Parce que tu retrouves les mêmes magasins. On va pas les citer, on les connaît tous. Mais là, il y a peut-être une petite erreur aussi d'appréciation, c'est-à-dire qu'on a développé aussi quasiment des cités de consommation où les courses n'étaient plus qu'un élément de ton après-midi. Tu venais te balader. Il n'y a pas le Polygone près de Nice. Oui, c'est ça, Polygone qui est à côté de Cap 3000, qui est en pleine rénovation. Qui est extraordinaire. On se croit dans une ville artificielle posée comme ça, avec des fontaines et tout. Et donc on y va, on peut manger en famille, on peut faire ses courses, on va au cinéma, on fait un bowling. Et peut-être que ce modèle-là n'est pas bon. On en reparlera justement avec Ferry et Bouzou, parce que ils l'évoquent dans leur livre dans un instant. Tout de suite, le match des GG, reste avec nous. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
c'est sur RMC, c'est sur RMC Story. Et à cette heure-ci, mesdames et messieurs, c'est l'heure du choc des titans de l'intelligence qui n'est pas artificielle, qui est bien réelle. C'est l'heure du match des GG. RMC, le match des grandes gueules. Match des GG que nous allons jouer avec Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour les grandes gueules. Ma chère Corinne, vous allez faire équipe avec Maxime et avec moi. Et nous sommes avec Pierre. Bonjour Pierre. Salut les GG, bonjour à tous. Vous allez jouer avec le duo Joël et Sylvain. Et Anaïs Sainz du show des GG va poser les questions. Bonjour Anaïs. Bonjour Alain. Et on commence avec vous Corinne. Vrai ou pas vrai, le dernier épisode de Game of Thrones est devenu l'épisode le plus commenté sur Twitter. L'épisode de série le plus commenté sur Twitter. Et bah oui, c'est vrai. 7,8 millions de tweets. Du coup, c'est devenu de plus en plus difficile d'éviter les spoilers. Bah dis donc. Pierre, vrai. Eric, ça faisait combien? Ouais. Pierre, vrai ou pas vrai, un grand fabricant de téléviseurs a décidé de lancer une télé verticale dédiée aux stories Instagram et Snapchat. Ah ouais, c'est sûrement vrai. Bah oui, c'est Samsung qui a créé un écran à affichage vertical, 1500 €, disponible pour l'instant seulement en Corée du Sud. Très bonne story. C'est juste pour faire des stories à la con. Exactement, et pour les projeter. Pour faire des photos, et pour des les villes de toi devant la plage, comme ça, comme je fais moi aussi, ou ouais, comme et moi. Ou Anaïs fait régulièrement. Trop régulièrement. Allez, on y va, les petites phrases. Qui a dit à propos de Jean-Pierre Mariel? Quel coup dur, je suis effondré, on a beau s'y attendre, une nouvelle pareille est dure à encaisser. Jean-Pierre, c'était plus qu'un ami, exactement. Jean-Paul Belmondo. Il a quand même mis du temps à réagir, Bébel, là, ça va pas, hein, là, excusez-moi. C'est bien. Ouais, j'ai bien oublié l'info entre temps. Oui, voilà, merci. J'ai enterré Bébel. Oui. Qui a dit je suis enceinte et je nage en plein bonheur aujourd'hui, Thomas et moi essayons d'être des personnes meilleures pour notre enfant. Exactement. Mais oui, voilà, c'est culturel, quoi, d'accord. Tu vois, face de Belmondo à Nabila, deux mondes. Qui a dit je ne réfléchis pas au fait qu'on va me regarder, qu'on va me juger? Francis Lalanne. Non. Une animatrice télé. Laurence Boccolini. Non, qui officie sur France Télévisions. Sophie Davant. Il y en a quelques-unes. Faustine Bollard. Faustine Bollard. C'est génial. C'est celle qui anime la super mission de service public qui s'appelle Ça commence aujourd'hui. Bah oui, exactement. De l'écrivain. Ah oui, exact. Mais je connaissais pas son émission. Désolé. Alors, qui a dit à propos de Johnny, je pense qu'il était un petit peu jaloux de moi parce que je faisais ma musique, je jouais du piano, je composais de l'art. Véronique Sanson. Allez. Oh là là. Écoutez les questions jusqu'au bout. C'est vrai. Mais oui. Voilà, ça vous apprendra. Ça t'apprendra. Joël. Allez, une dernière. Jusqu'au bout. Qui a dit je me suis donné comme règle de chanter, de danser, de rire et de méditer au moins une fois par jour? Elle est en pleine promo. L'actrice Brigitte Macron. C'est l'actrice. Marine Le Pen. Non, une actrice en pleine promo, elle est à l'affiche. Bon là, vous allez Marion Cotillard. Ah oui, facile. Maxime mais c'est cadeau. Bah oui. La poignée de la victoire. Désolé Pierre, c'est Corinne qui a gagné grâce à ce super match magnifique qui restera dans les annales, un match d'anthologie. On mérite une statue. Voilà, à notre effigie dans le studio là-bas. Ma chère Corinne, c'est vous qui gagnez le t-shirt des grandes gueules, Corinne, et vous gagnez surtout une semaine de vacances dans un des villages de vacances de votre choix, comme par exemple le VVF village Cessac Pays Qatar qui est à côté de Carcassonne. Si jamais vous le choisissez pour aller découvrir les Corbières, les châteaux Qatar et la magnifique cité, les remparts de Carcassonne. Voilà, c'est pour vous, ma chère Corinne. Bah, écoutez, merci beaucoup, vraiment. Bah, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. On peut venir? Je vous regarde tous les jours, en plus. Ah, vous avez vu comme on est bien? Ah oui, super. Surtout Maxime et moi. C'est vrai. Très bien. Les tocards. Bon. Vous avez l'avant, l'après. Après. Dans un instant, Luc Ferry, Nicolas Bouzou avec nous, sagesse et folie du monde qui vient. Comment s'y préparer? A tout de suite pour le grand oral des GG. RMC, 9h midi, les grandes gueules.